Allez, on va profiter d'un petit partenariat pour joindre à l'utile. Dans cette vidéo, je vais vous initier à l'utilisation correcte d'une caméra thermique parce que je vois beaucoup trop d'erreurs de base sur YouTube sur l'utilisation d'une caméra thermique pour faire un bon diagnostic thermographique. Donc on va lister les règles essentielles pour faire un bon diagnostic et on fera aussi un peu de mise en pratique, surtout concentré sur le diagnostic du bâtiment, mais on fera aussi un peu de diagnostic électrique et du réseau. Allez, en avant. Bon, tout d'abord, avant de parler de bonnes pratiques et de bonne mise en œuvre du diagnostic, il faut parler du matériel. Donc pour faire un diagnostic thermographique, il faut une caméra thermique. Cette caméra thermique, il faudra que vous vous concentriez sur trois critères essentiels. Le premier, ça va être la plage de température, même si c'est un critère qui est assez basique puisque la plupart des caméras vont accepter des plages de température assez larges. Donc le premier point, c'est la plage de température. Le second point, ça va être la portée, la distance avec laquelle vous allez faire votre diagnostic. Ça, c'est un point important j'en reparlerai spécifiquement avec ce matériel. Et le troisième point important, c'est la résolution du capteur. Ici, on a un capteur, que je vous dise pas de bêtises, un capteur de 256 par 192 pixels, donc c'est de la haute définition. Vous allez voir plus tard que c'est largement suffisant et qu'on a une qualité d'image qui est vraiment impressionnante et qui est voilà, tout à fait satisfaisant pour un usage semi-pro, voire pro même, et en tout cas pour les particuliers c'est largement suffisant. Donc en prenant en compte ces critères, j'ai eu la chance de pouvoir faire un partenariat avec l'entreprise Topdon qui m'a offert l'opportunité de choisir dans toute leur gamme pour choisir la caméra qui me paraissait la plus adéquate pour mon usage. Et donc le modèle que j'ai choisi, c'est le modèle, hop, je l'enlève un petit peu, c'est le modèle qu'on voit ici, TS001, qui a une particularité, c'est que la focale est réglable manuellement. Ça veut dire qu'avec cette caméra thermique, en réglant la focale, je parlais tout à l'heure de distance et de range, avec la focale, le focus réglable, je peux aller de 1 cm à plusieurs centaines de mètres. Donc je peux aussi bien faire du diagnostic sur du circuit imprimé que le mur d'une maison ou détecter des animaux dans une forêt. Avec un outil comme ça, on peut détecter un animal à plusieurs centaines de mètres dans un sous-bois. Je l'ai testé et c'est vraiment assez impressionnant. Et ça, c'est une capacité qui n'est réalisable que grâce à la focale réglable. Si vous avez une focale fixe, vous allez avoir une distance de prise de mesure fixe. Dès que vous sortez de cette plage de distance, l'information va être complètement floue. Alors qu'en réglant la focale, vous pouvez faire le point à la distance qui vous convient. Donc c'est pour ça que j'ai choisi spécifiquement, entre autres, ce matériel. Au niveau de la résolution, comme je vous le disais, on a une résolution qui est très bonne, en haute définition, et vous allez voir les images tout à l'heure, c'est vraiment bien. Ensuite, la particularité de ce matériel, vous voyez, il est tout petit, il est minuscule, et en fait, il est fait pour s'adapter à un téléphone portable, un smartphone. Et ça, je trouve ça pas mal parce que on a souvent l'utilisation d'un téléphone portable. Donc en fait, c'est quelque chose qui vient se greffer à un objet high-tech que l'on a déjà avec nous. Donc pas besoin de recréer, de refabriquer un écran. On a juste la caméra qui vient se rajouter. En gros, soit ça vient se greffer comme ça en bas du téléphone, soit ça vient se mettre comme ceci à l'arrière du téléphone. Moi j'aime bien cette position parce que ça permet d'utiliser comme ça. Voilà, bon, ça on verra ça tout à l'heure. Bon, parmi les règles essentielles, il y en a une qui surpasse toutes les autres largement, c'est le contrôle de l'environnement et notamment de la météo. Je sais que ça va être un peu contraignant, mais vous ne pouvez pas faire une bonne thermographie si vous avez du soleil, de la pluie, du vent, de la neige. Si vous avez un de ces quatre parasites, votre image elle sera corrompue par ce facteur extérieur. Donc vous n'aurez pas une bonne thermographie, vous n'aurez pas une bonne lecture de la mesure physique. Je vous montrerai tout à l'heure en mise en pratique la différence entre la mesure de cette maison le jour et la nuit. Et vous allez voir que c'est justement le jour et la nuit et que voilà, c'est impossible, quasiment impossible de faire une bonne thermographie en plein soleil. Donc qu'est-ce qui vous reste comme période pour faire une bonne prise de mesure? Là, je suis désolé, mais à part le petit matin, vers
allez, entre 4 et 8 heures du matin l'hiver, et éventuellement le petit jour en hiver, à condition d'avoir des nuages et pas de vent. Sans ces conditions-là, vous ne pouvez pas faire une bonne thermographie. Même le début de soirée, une fois que le soleil est couché en hiver, vous ne pouvez pas faire une bonne thermographie sur les bâtiments, en tout cas à cette période-là, parce que vous allez avoir l'accumulation de soleil de toute la journée qui va être accumulée dans les matériaux et qui va vous parasiter votre déperdition thermique. Donc si vous voulez faire une bonne thermographie, il faut vous lever tôt, il faut vous lever à 4 heures du matin, faire votre thermographie. C'est quasiment la seule solution. Si vous avez un diagnostiqueur, un technicien qui vient faire une thermographie de façade à 14 heures de l'après-midi en plein cagnard, vous pouvez lui mettre un coup de pied au cul et lui passer mon bonjour. La seconde règle très importante pour la prise de vue, c'est le différentiel thermique de l'objet que vous voulez mettre en valeur. Si c'est une maison, par exemple, il va falloir que la veille, voire même 2 jours avant, vous surchauffiez largement, d'une part, votre habitat, et il va falloir surveiller la météo pour avoir un moment de prise de vue où la température extérieure va être très basse, le plus bas possible. Plus c'est bas, plus vous aurez une lecture facile des déperditions de votre bâtiment. Moi, ce que je conseille à minima, c'est d'avoir au moins 14 degrés Celsius de différence entre la température extérieure et la température intérieure. Et si votre objet de diagnostic, c'est un disjoncteur, à ce moment-là, il faut que votre disjoncteur soit dans des conditions de charge, voire même de surcharge, enfin de pleine charge en tout cas. Prenons l'exemple d'un disjoncteur qui serait alloué à une prise de charge de voiture électrique par exemple. Le disjoncteur est censé pouvoir supporter 32 ampères, donc vous allez brancher une charge sur le disjoncteur, vous allez brancher votre voiture et la charger à fond. Si vous n'avez pas de charge au bout de votre fil et de votre disjoncteur, il n'y aura pas d'échauffement et il n'y aura pas de problème, c'est sûr. Donc deuxième règle importante, différentiel de température. La troisième règle importante, c'est la distance de prise de mesure. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais une caméra thermique, elle est faite pour avoir une portée, une prise de mesure à une distance donnée. Mais c'est un point très important parce que si vous êtes en dehors de cette plage ou si vous n'avez pas de réglage manuel ou si vous êtes en dehors de votre plage de lentilles fixes, vous allez avoir tout flou, vous allez en fait rien voir du tout. Mais vous n'allez pas avoir le point précis à bonne distance. Voilà. Le quatrième point important, c'est de prendre en compte le fait que tout ce qui vous entoure va avoir une capacité de réflexion des infrarouges de l'environnement. Si vous avez par exemple du verre, il faut vous méfier de ce que vous donne comme information l'affichage en thermographie du verre, parce qu'il y a fort à parier que vous ne voyez pas vraiment la thermographie du matériau verre, mais probablement la réflexion de ce que vous voyez en rebond sur le verre. Il y a certains matériaux, il faut se méfier de ce que l'on voit et il faut se méfier des sources de chaleur, hein, voire même son propre corps peut être une source de chaleur et parasiter la prise de mesure sur différents matériaux. Et dans la même lignée, on peut parler de l'émissivité des matériaux. En gros, chaque matériau, tout ce que vous avez autour de vous, va avoir une capacité à émettre des infrarouges en fonction de sa température. Et cette émissivité, elle change en fonction de la nature des matériaux. C'est un peu compliqué. Le plus simple, en général, si c'est un bâtiment par exemple, vous prenez pas la tête à faire de l'émissivité parce que de toute façon il y a trop de matériaux mélangés, donc l'émissivité elle va être complètement diffuse. Néanmoins, si vous avez un objet particulier avec une matière particulière, hein, je sais pas, une structure en acier ou quelque chose de très particulier et vous voulez avoir une information sur un matériau en particulier, à ce moment-là, il y a des ABAC avec des références, des coefficients d'émissivité que vous pouvez modifier très facilement dans l'appareil, c'est super facile, mais je ne rentre pas plus dans le détail. La plupart du temps, vous allez rester sur un taux d'émissivité de 0,95 et ça fait le taf dans 90% des cas. Sixième règle, enfin c'est pas une règle, c'est une bonne pratique. Commencez toujours par faire des balayages général de ce que vous voulez quand vous voulez faire du diagnostic. Mettez-vous à très grande distance, réglez votre focale, hein, ne perdez pas votre temps à faire mètre carré par mètre carré, ça sert strictement à rien. Vous vous mettez à bonne distance, vous regardez avec une bonne résolution, vous allez voir tout de suite ce qui crève les yeux et ensuite vous vous concentrez sur le détail qui compte. Donc voilà, si vous respectez ces quelques règles que je vous ai énoncées, ça va vous orienter vers des actions qui seront très pertinentes et
c'est là où je trouve que avoir une caméra thermique, alors je ne dis pas que tout le monde devrait avoir une caméra thermique, mais je pense que tout le monde devrait avoir dans ses connaissances une personne qui a une caméra thermique. Moi je vois ça un petit peu comme une remorque par exemple, hein. Une remorque on va l'utiliser peut-être 2 fois par an, ça sert à rien d'acheter une remorque, tout le monde n'a pas besoin d'une remorque, mais c'est bien d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer qui a une remorque. Voilà, c'est ce genre d'outil que je trouve qui est bien adéquat pour faire de l'outillage partagé, hein. Vous mettez à 5 ou 6 personnes pour faire un petit investissement comme ça de voilà, 50 € et chacun d'entre vous allez avoir 100% de l'usage parce que vous n'allez pas tous l'utiliser en même temps. Et c'est un coût qui est, à mon sens, acceptable au regard du service et de l'information qui est donnée. Donc c'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat, c'est parce que d'une part, avoir une caméra thermique, ça me sera utile pour vous présenter plein de projets. Des projets, j'en ai encore pour 10 ans. Donc ça me sera très utile pour illustrer mes futurs projets. Mais même pour vous, je trouve que c'est un outil intéressant pour les particuliers maintenant. Et à se partager à plusieurs, c'est vraiment... Moi, ça me plaît bien. Voilà. Bon voilà, donc grâce à la magie de la vidéo, nous nous retrouvons quelques heures plus tôt. Vous voyez à ma tête dans le cul et à ma voix éraillée que il est relativement tôt puisqu'il est 5h37 du matin. Quand je vous disais qu'il fallait s'éloigner le plus possible de l'influence du soleil, 5h30 du matin, ça me paraît une bonne heure. Donc pour ce qui est de la température à l'intérieur du bâtiment, vous voyez qu'il fait 22,5 degrés. J'ai laissé tourner la pompe à chaleur toute la nuit, elle vient tout juste de s'éteindre. Voilà, je l'ai réglée à 22 degrés, donc probablement qu'elle s'est mise en arrêt, en attente. J'ai également mis à chauffer le poêle une bonne partie de la nuit, je l'ai rallumé ce matin. Alors on va commencer par installer notre caméra thermique. Petite boîte de protection qui va bien. Je trouve que d'ailleurs la boîte de protection est pas mal. À l'intérieur, on retrouve notre caméra thermique avec le focus réglable. La caméra thermique, vous l'enquillez là-dedans, tac, et c'est fini. Une fois que c'est raccordé, vous pouvez lancer votre application, activer l'imagerie thermique, et voilà, notre petite caméra thermique est en service. Déjà un début de fonctionnement. Bon, on se retrouve dans les combes pour étudier un cas pratique. Je parle pas trop fort parce que j'ai peur de réveiller la famille. Donc vous voyez, on est dans des combles relativement classiques. Je vais passer en caméra frontale parce que la luminosité est vraiment dégueulasse. Donc là, je pense qu'on voit un peu mieux comme ça. Donc vous voyez, la particularité ici, c'est que au sol, j'ai des combles perdus avec de la laine de verre qui a été étendue et un polyane qui a été rajouté. Vous voyez que la trame ici au milieu, elle a été un peu piétinée parce que quand je vais dans cette zone là-bas pour divers travaux, bah du coup, je suis obligé de marcher au milieu. Donc on va voir le résultat. On va voir si ça change quelque chose. Ça, c'est le passage de la cheminée. Donc on va voir si ça présente aussi des particularités. Et vous voyez, au fond là-bas, c'est le mur de ma chambre. C'est pour ça que je parle pas trop fort parce que ma femme dort. Et vous voyez que c'est pas du tout isolé. Donc je voudrais voir aussi ce que ça fait en thermographie. Là, le but ici pour moi, c'est de repérer des fuites d'air qui fait que ça passerait de ma maison vers le comble, où ici il doit faire aujourd'hui près de 0 degré là. Hop, alors j'ai allumé déjà la caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en format total parce que là on voit pas grand chose. Donc je fais un peu le point, voilà. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Voilà, ok. Ok, donc là on voit, là vous pouvez voir donc l'isolation au sol avec la laine de verre. Au fond là, le conduit de cheminée. Là derrière le mur avec le mur de ma chambre avec un petit radiateur électrique que j'ai allumé pour voir par où passer les déperditions. Donc c'est assez significatif. Et on voit bien qu'il y a une grande quantité d'énergie ici. Alors pas le conduit de cheminée, c'est normal qu'il y ait des déperditions d'énergie, hein, puisqu'il est très très chaud. Mais on voit quand même que le mur derrière, le mur de ma chambre, et ici le mur qui est en fait le mur du fond de mon salon, on voit que sur toute la périphérie, on voit qu'il y a pas mal d'endroits où de l'énergie se propage, notamment ici à cet endroit. Également là-bas, on voit un point très chaud qu'on va aller voir aussi. Ici également, là également, là également. Donc un peu sur toutes les périphéries. Sur toute la périphérie, mais on voit quand même certains points particuliers où il va y avoir particulièrement de l'énergie qui va s'échapper. Là, je vois sur ce point là-bas, on voit même que ça chauffe même la poutre
qui est au-dessus. Donc ça, ce sont tous les points qui vont être à traiter. A contrario, vous voyez ici, à cet endroit, c'est pas très déperditif. Bon, je passe facecam et voix off pour revenir sur certains points parce que c'est pas facile d'expliquer comme ça. Donc là, quand on revient sur certaines images, là je me suis beaucoup arrêté sur cette espèce de point rouge, là, cette espèce de tache chaude qui m'intrigue énormément. Maintenant, j'ai compris pourquoi, vous allez voir. Mais en vidéo, en thermographie, je me suis tout de suite aperçu qu'il y avait un souci à cet endroit-là et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Sur le reste de l'analyse, donc on voit voilà, les fuites d'air périphériques au niveau de l'isolant, mais j'ai aussi remarqué qu'il y a certains endroits où il y a des fuites d'air qui ne sont pas spécialement que autour de l'isolant. On voit notamment à côté de cette poutre là. Je me suis aperçu qu'il y avait un autre souci et qui méritait une attention particulière. Vous voyez cette espèce voilà, de fuite d'air qui fait chauffer les lattes des combles. Donc là j'ai une fuite d'air, ici j'ai une fuite d'air aussi. Sans la thermographie, je ne l'aurais pas su. Donc ensuite on va passer à l'analyse de la thermographie à l'extérieur. Il y a quelques points sur lesquels je voudrais revenir et vous en parler parce que c'est intéressant. Donc là vous voyez j'ai une vue thermographique de ma maison au tout petit jour, donc il fait très froid ce matin là, et vous voyez ici au niveau de toujours de ma chambre, on voit que c'est déperditif au niveau du haut du toit, hein, c'est là où je vais perdre le plus d'énergie, et vous voyez que les murs sont eux aussi, ils ont l'air très déperditifs, ils sont déperditifs, mais ils ont surtout l'air d'être déperditifs, et je vais y revenir tout de suite. Pourquoi je dis qu'ils ont l'air d'être déperditifs? Vous voyez que ici cette partie de la maison que vous voyez un peu avec derrière les rosiers là, ce que vous voyez sur le mur c'est des rosiers, vous voyez que le mur a l'air déperditif derrière, hein, comme il a l'air déperditif aussi de ce côté là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie de la maison n'est pas chauffée, hein, c'est ce que nous on appelle la buanderie cellier. Elle n'est pas chauffée du tout, elle est hors gel, hein, elle est hors gel, donc c'est là où on va stocker du matériel de cuisine, pour l'instant les récoltes du potager, etc. Mais ce n'est pas chauffé. Et donc vous voyez que le mur a quand même l'air déperditif. Et bien c'est simplement, c'est là où il faut se méfier de la thermographie, et c'est là où il faut se méfier de ce que l'on voit, c'est que dans ce cas précis, c'est simplement l'inertie des murs qui, malgré le fait qu'on ait pris le temps de faire une thermographie à 5 h du matin, malgré ça, il reste encore beaucoup de chaleur dans les murs qui ont été accumulés de la veille. Et donc ce que l'on peut voir dans ces murs, c'est simplement l'inertie, le stockage thermique de la chaleur de la veille. C'est une des raisons aussi qui fait que j'aime bien cette maison, c'est que j'avais calculé que la partie où on habitait pesait 220 tonnes. 220 tonnes, ça veut dire 220 tonnes de stockage thermique. Et moi, je joue énormément avec ce stockage thermique. Faut pas rêver, les maisons paysannes comme ça, les anciens, ils avaient quelques qualités, c'est d'être assez frugal et de savoir jouer avec les éléments et les matériaux. Et c'est pour ça que les vieilles maisons en pierre ne sont pas inconfortables. Elles jouent beaucoup sur le stockage inertiel, le stockage thermique et sur le rayonnement. C'est pour ça qu'on parle de foyer dans les vieilles maisons paysannes. À mon sens, ça c'est un jugement très personnel, à mon sens, le chauffage rayonnant au milieu de la pièce de vie, donc basiquement le poêle à bois, est un des meilleurs moyens de confort dans les maisons en pierre. Dans les maisons en pierre, si vous commencez à faire du radiateur, vous n'allez pas réussir à chauffer et vous n'allez pas avoir de confort. Revenons à la thermographie. Et vous voyez donc le reste du mur, on voit quand même que il y a une plus forte déperdition au niveau des pièces qui sont des pièces de vie. C'est tout à fait normal. Et j'ai envie de dire que c'est même pas une information très intéressante. En revanche, l'information qui est intéressante, c'est de voir les déperditions sur le toit. Et vous voyez, normalement, je vous mets deux prises thermographiques le jour et la nuit, et vous voyez que le jour le toit est complètement chaud parce qu'il a pris 3 rayons de soleil, et dès qu'il prend 3 rayons de soleil, les tuiles se mettent à chauffer énormément, et donc ça parasite l'image et on voit plus rien du tout, et on peut même avoir
une fausse impression que le toit est très déperditif. Et vous avez vu que dans mon cas précis, mon toit a beau avoir l'air d'être déperditif, il n'est pas déperditif puisqu'il n'est pas chauffé du tout. Une image ici intéressante que je vous montre, c'est la capacité de la thermographie à voir à travers les matériaux et à comprendre comment ont été fabriqués les matériaux. Là, c'est un exemple classique où on voit les colombages encore une fois de ma chambre, les colombages de ma chambre que l'on ne voit pas, qui sont cachés derrière le crépi, mais on voit, étant donné la différence d'émissivité des matériaux et de déperdition des matériaux, on voit très bien comment a été construit cette partie de la maison. Mais grâce à la thermographie, identifier les réseaux, notamment de chauffage en plancher chauffant, les réseaux de distribution d'eau chaude sanitaire, même d'eau froide sanitaire, on peut les voir à travers le matériau grâce à la thermographie. Il suffit de, voilà, une eau qui est légèrement chauffée ou légèrement froide par rapport à l'environnement va se voir littéralement dans le matériau. Donc là, ce que je vous montre, c'est au niveau de mon mur en pierre. Vous voyez qu'entre les pierres, on voit des petites taches, des petites interstices, etc. Là, on le voit bien. Sous le volet, on voit des points très chauds. Et en fait, c'est simplement des déperditions d'air. Une maison en pierre, elle bouge, elle a des fissures, des trucs comme ça. Mais c'est des fissures dans entre les pierres. Donc les pierres vont bouger un petit peu, elles vont se replacer, elles vont se recaler. Et puis les maisons en pierre bougent comme ça. Il faut vérifier que les murs ne partent pas trop d'un côté ou de l'autre, mais ça bouge. Mais donc en bougeant, les pierres parfois font des petits interstices et on peut avoir des petites fuites d'air à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que c'est important aussi dans les maisons en pierre de rejointoyer les murs régulièrement. C'est un chantier qui est prévu pour 2026-2027. Voilà. Chaque chose en son temps. Donc là vous voyez la pompe à chaleur en fonctionnement. Vous voyez qu'elle produit du froid, puisque c'est le principe de la pompe à chaleur. Il a beau faire très froid ce matin, elle arrive quand même à produire du froid en plus du froid. Elle arrive à pomper de l'énergie dans l'air ambiant. D'ailleurs on voit bien ici. Alors, vous voyez mon plat de spaghettis, j'ai tout ouvert. Je vais commencer par faire le point et je vais me mettre un peu loin. Voilà. Voilà, ça n'a pas l'air mal. Et je vais balayer comme ça, en gros, voir si je vois des émergences de température. J'en vois une première, c'est ici au niveau de la borne de recharge de ma voiture qui est en charge en ce moment. Je vois ici une petite émergence sur ce disjoncteur. Je vois une émergence sur ce bloc, sur ce groupe de disjoncteurs. Et je vois des petites émergences dans ma gaine technique. Alors on va se rapprocher un petit peu. Tac, on va refaire le point. Voilà, impeccable. C'est pas beau, ça je vous disais que la qualité de l'image a été folle. Donc ici on est sur mon bloc interrupteur différentiel plus disjoncteur 40 ampères pour la borne de recharge extérieure. Et vous voyez que les câbles sont... Il y a un léger échauffement. Il y a un échauffement parce que les câbles sont actuellement à 19 degrés, sachant que dans la pièce là il fait à peu près 5 degrés. Donc il y a un échauffement qui se fait, il est évident, mais même si ça peut paraître comme ça très chaud, on est dans des échauffements qui sont tout à fait acceptables. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce disjoncteur ici qui a l'air de avoir un léger réchauffement, très léger. Ce disjoncteur c'est pompe à chaleur, ok. Bah c'est normal, la pompe à chaleur est en service, donc c'est normal qu'il y ait un échauffement. Est-ce que je vois un échauffement trop important? La réponse est non, les câbles sont à 10 degrés, c'est tout à fait acceptable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ici j'ai un bloc, une émergence de température. Vous voyez que les câbles ne sont pas spécialement chauds, mais qu'on a sur ces deux appareils un échauffement. Alors il faut savoir que ce sont deux appareils qui sont deux appareils connectés. On a un interrupteur Wi-Fi et un Shelly. Donc on a un petit échauffement, mais comme c'est des appareils communicants Wi-Fi, bon, tous les appareils communicants Wi-Fi sont en veille et émettent une petite chaleur, donc ce qui est tout à fait normal. Ensuite on a cette émergence dans la gaine technique, vous voyez, et encore une fois ce sont deux appareils qui sont des appareils communicants pour ma borne de recharge et pour faire le pilotage du routage vers ma voiture électrique. Voilà. Bon, vous voyez que ça prend pas longtemps de faire un petit check de ces installations et assez rapidement on voit où sont les consommations, les déperditions et éventuellement les problèmes.
Bon voilà pour ce review tuto. Ce matériel de chez Topdon, le TCView TS001, je trouve que c'est du bon matos, voilà, je le dis. Il me donne entièrement satisfaction pour mon usage. Donc c'est pour ça que voilà, je suis content de pouvoir tester du matériel comme ça sur ma chaîne. Je trouve que ça fait partie des bons outils high-tech hein, qui ont une utilité, dans le quotidien. Donc pour l'instant, de ce que je l'ai utilisé, et je l'ai pas mal utilisé, j'en suis très content. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. Salut!